Le Big Bang est la description de Shiva. Shakti est arrivé, il s'est réveillé et il a rugi. On a inventé des choses qui n'existent pas et on les a rendues réelles. Les scientifiques se demandent, l'existence est-elle vraiment là ou pas? Ils ne seront jamais s'ils n'abandonnent pas leur méthode actuelle d'exploration. Ils disent que le temps a commencé avec le Big Bang qui est sorti du néant. Mais quelle est la vraie nature du temps et de l'espace? Pour mesurer le temps, à une époque, on utilisait des sabliers, vous savez? Du sable. C'était comme le calendrier Maya. Ça finirait par manquer de sable à un moment. 2012. Ensuite, ils ne savent pas quoi faire. Puis, on a vu les limites de quelque chose se déplaçant d'un endroit à l'autre, et on a mis en place ces horloges, qui sont cycliques. On a compris qu'une fois que c'est un cycle, on peut le faire durer pour toujours, du moins pour toujours dans notre contexte, dans le contexte de la vie humaine, pour toujours. On a encore des horloges de grand-père, bien que les grands-pères soient morts. Les horloges sont encore là, elles fonctionnent encore, n'est-ce pas? Le grand-père a cessé de faire tic-tac il y a longtemps, mais son horloge fait encore tic-tac. Donc, on a compris la durabilité, l'endurance d'un cycle. Donc, on a fait passer l'horloge du sable qui tombe à... Donc, on parle presque parfois d'horloge perpétuelle de nos jours. Les horloges solaires et autres sont censées être perpétuelles. Rien n'est perpétuel. Perpétuel par rapport à la durée de vie humaine, oui. Donc, quand vous avez parlé du Big Bang, Paul Steinhardt, qui a écrit un livre très populaire dans Science Today, a intitulé son livre « Endless Universe ». Toujours, la vision des choses indiennes a toujours dit que l'existence est une existence en perpétuelle expansion. Elle est sans fin, pas parce qu'elle est sans fin, mais parce qu'elle est en perpétuelle expansion. Elle s'étend au-delà de ta compréhension, plus vite que ta compréhension. Donc c'est un univers en perpétuelle expansion. Un univers en expansion perpétuelle est un univers sans fin. Donc tu vois toujours ce symbole du cosmos derrière la tête de Shiva et tout ça. Vous savez, même ceci. Vous voyez? Ça s'étend comme une ondulation parce que cela est le symbole du cosmos, s'étendant sans fin. Mais généralement, dans un cycle. C'est pourquoi tous ces saligrammes, tout ça, sont si importants pour cette culture. C'est parce que ça représente cette symbolique des galaxies ou de l'univers en expansion continue. Donc, Paul Steinhardt a fait des modèles informatiques très intéressants, des simulations du Big Bang. Donc, une fois je l'ai rencontré, et il faisait une conférence montrant ces simulations informatiques du Big Bang. Et la chose incroyable, c'est que ces Big Bang, il dit, et maintenant tous les scientifiques le disent, qu'il n'y a pas eu qu'un seul Big Bang, il y a eu une série de bangs. On a eu une longue discussion, environ 5h30, on a commencé à parler, et vous savez, et tout ce qu'il présente, ou il essaie de montrer, la version simulée du Big Bang, est la description de Shiva, dont on parle tout le temps. C'est incroyable. Et il a dit, c'est une série de bangs, pas un bang unique. Donc je lui ai posé une question simple. Donc si c'est une série de bangs, est-ce que ça pourrait être un rugissement? Voyez, si tu retires le silencieux d'une moto ou d'une voiture, ça ne va pas faire brrr, ça va faire dop 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 dop. Ça fait de grands bangs.
C'est comme ça qu'un moteur fonctionne. Vous savez, le moteur à combustion interne détonne. Quand tu accélères, il détonne si rapidement que ça ressemble à un rugissement. Mais en réalité, c'est bang, 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 bang. C'est comme ça que le moteur fonctionne. Donc j'ai dit, s'il y a beaucoup de bangs, est-ce que ça pourrait être un rugissement? Puis il a fait tout un calcul scientifique, mathématique sur son ordinateur, et a calculé la période de temps pendant laquelle ces bangs auraient pu se produire. Et il a dit, eh bien, ça pourrait être un rugissement. Je n'avais jamais pensé à ça, mais selon mes chiffres, je ne connais pas les chiffres, je peux à peine compter sur mes doigts, d'accord? Il a produit toutes sortes de calculs et a dit, oui, ça pourrait être un rugissement. Puis je lui ai dit, savez-vous que dans notre culture, dans le mode de vie indienne, en particulier dans le système du yoga, on a toujours dit tout était immobile, primordial, absolument immobile. Puis, Shakti est arrivé. C'est, en ce moment, ce qu'ils disent en physique, c'est que dans un état de vide, si tu appliques des forces électromagnétiques, pas à l'intérieur, à l'extérieur, disons qu'il y a une chambre vide, en condition de vide absolu, si tu appliques des forces électromagnétiques ici, pas à l'intérieur, à l'extérieur, immédiatement ici, des protons et neutrons virtuels vont apparaître. Donc en ce moment, ils disent, c'est comme ça que la création a commencé. Il y avait une immobilité absolue, une non-chose qu'on appelle Shiva. Shiva signifie ce qui n'est pas, tout était ce qui n'est pas, puis Shakti est arrivé et a commencé à jouer ici, et il s'est réveillé, et il a rugi. Donc sa première forme, on l'a appelé un Rudra. Le mot Rudra signifie littéralement un rugisseur. Pour la première fois, il a rugi. Quand il a rugi, il a pris la forme d'un linga, un ellipsoïde. C'est le Shiva Purana. C'est ce que les physiciens disent aujourd'hui. Il dit que c'est une série de bangs, c'est un rugissement. Quand il a rugi, une série de formes ellipsoïdes sont apparues. Et autour de chaque forme ellipsoïde, des particules ont commencé à se rassembler, et de multiples galaxies sont apparues. C'est ce que dit la physique moderne. Donc cela concerne seulement la matière et l'espace. Donc où est la place du temps? D'où vient le temps? Le temps n'existe pas. C'est seulement parce que votre mental conscient veut tout compartimenter. La nature de l'intellect, c'est que s'il ne coupe pas quelque chose, il ne peut rien comprendre. N'est-ce pas? Voyez, la base même de votre intellect, c'est que il est comme un scalpel qui ouvre tout. Il n'y a que s'il coupe qu'il va savoir, autrement il ne saura pas. Donc, comme on a développé la science moderne à travers le processus intellectuel, notre mode de connaissance est toujours la dissection, n'est-ce pas? Si on veut vous comprendre, on va vous disséquer. Peut-on savoir où est votre pouvoir créatif en ouvrant votre cerveau? Ou en ouvrant votre corps? Ça n'arrivera pas. Mais c'est comme ça qu'on va essayer de le découvrir, parce que c'est la raison pour laquelle la science moderne, avec ses moyens physiques, se retrouve dans une impasse à un certain point. Cela s'est produit il y a quelques années, de nombreuses années. Je ne me soumets plus à de telles indignités. J'étais avec un groupe de personnes et ils ont dit, on veut tester vos ondes gamma. Je ne savais pas que j'avais des ondes gamma en moi. Ils ont dit, non, vous avez des ondes gamma dans votre cerveau, on veut les mesurer. J'ai dit, ok, parce que j'avais une obligation envers eux, j'ai dit, ok. Donc ils m'ont mis 14 électrodes et ils ont dit, méditez. J'ai dit, je ne sais pas méditer. Ils ont dit, pourquoi? Vous initiez, vous enseignez la méditation à tout le monde? Vous ne savez pas? J'ai dit, je ne sais pas méditer. J'enseigne aux gens, mais moi, je ne sais pas. Puis ils ont demandé, ok, que pouvez-vous faire? J'ai dit, si vous voulez, je peux rester immobile. Puis ils ont discuté, ils ont dit, ok. Donc je suis juste resté immobile. Au bout de 15-20 minutes, ils me frappent avec un objet métallique, à la cheville, au genou, au coude. Au début, j'ai pensé, ok, ça fait partie de leur expérience, et j'ai attendu. Puis c'est devenu de plus en plus persistant et très douloureux.
J'ai pensé, qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Ils veulent me casser les os ou s'ils voulaient que je sorte, s'ils avaient simplement dit « ouvrez les yeux », j'aurais ouvert les yeux. Je suis pleinement alerte et conscient. Puis, ne supportant plus la douleur, j'ai ouvert les yeux. Ils me regardaient tous bizarrement. Ils me regardaient comme ça. J'ai dit, ai-je fait quelque chose de mal? Ils ont dit, nos instruments disent que vous êtes mort. J'ai dit, quel excellent diagnostic. Puis ils ont dit, manifestement vous n'êtes pas mort, vous parlez. Soit vous êtes mort, soit votre cerveau est mort. Et j'ai dit, le deuxième choix est trop insultant, je vais prendre le premier. Ça ne me dérange pas d'être mort. Je suis assez vivant. Donc si vous pensez que je suis mort, ça me va. Pourquoi je dis ça, c'est que vous essayez d'entrer dans chaque espace de la création par des moyens physiques. Ça s'arrête quelque part, et vous ne voulez pas l'admettre. Mais pour la première fois, un grand pourcentage de la communauté scientifique responsable dit clairement que l'univers est sans fin. Et ils disent aussi, on ne connaîtra jamais la nature de la création. Pas qu'on ne la connaît pas, on ne la connaîtra jamais. Ils ne la connaîtront jamais s'ils n'abandonnent pas leur méthode actuelle d'exploration. Donc on a toujours vu la création comme une chose sans commencement. Est-ce juste une philosophie commode? Non, parce qu'elle est sans commencement. Parce que, comme vous avez réalisé qu'un sablier fonctionnant comme une horloge n'est pas pratique, il y a bien longtemps, la création a réalisé que fonctionner de cette façon n'est pas pratique, alors elle fonctionne en cycle. Tout ce qui est cyclique est sans commencement, n'est-ce pas? Où est le point de départ d'un cercle, dites-moi? Où que vous soyez en ce moment, c'est le point de départ pour vous. Comme vous avez commencé à compter à partir de 2000, ou peu importe, maintenant vous pensez que c'est 2009. C'est juste vos bêtises. C'est juste des bêtises humaines, n'est-ce pas? 2009, 2010, 2012, tout ça, ce ne sont que des bêtises humaines, cela n'a pas de base existentielle. Oui ou non? Donc le temps, bien que les gens essaient toujours de parler du temps et de l'espace, du temps et de l'espace, le temps n'a pas de base existentielle. Je ne sais pas si la science, les sciences physiques oseront jamais s'aventurer là-dedans dans un avenir proche, mais un jour elles devront admettre que le temps n'a pas de base existentielle. C'est juste des bêtises humaines. L'espace non plus n'a pas de base existentielle. Voyez, à la fois le temps et l'espace, tu peux les étirer et les rendre aussi larges qu'une galaxie, aussi longs que des années-lumière, ou tu peux les enrouler. Ici, en un point, ou dans le néant. Tu peux les faire disparaître dans le néant. En ce moment, la science moderne, les sciences physiques, posent parfois la question, l'existence est-elle vraiment là? Qu'en dites-vous? Vous êtes ici, je suis ici, on expérimente, on a des laboratoires, et les résultats vont dans une direction telle que les scientifiques se demandent, l'existence est-elle vraiment là ou pas? Quand quelqu'un dit que l'existence est un événement relatif, qu'elle n'est que relative, elle n'est pas absolue, maintenant c'est une question, est-elle là ou pas? N'est-ce pas? J'étais à la homeschool. À un moment, ces garçons de 8-9 ans, ils viennent me voir et demandent, « Sadhguru, la vie est-elle réelle ou est-ce un rêve ?» Leur mot c'était, « La vie est-elle vraie ou est-ce un rêve ?» Et vous savez, des enfants de 8 ans me demandent, « La vie est-elle vraie ou est-ce un rêve ?» Donc je les ai regardés puis j'ai dit, « Voyez, la vie est un rêve, mais le rêve est vrai. » Le rêve est vrai, n'est-ce pas? Donc, y a-t-il du temps? Y a-t-il de l'espace? Vous posez cette question
à partir d'une perspective logique. Donc, quand vous posez une question, la réponse évidente doit être oui ou non. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que ces dimensions n'appartiennent pas à la dualité du oui ou non, est ou n'est pas. Cela doit être perçu. Cela doit être avec un certain abandon, vous le saurez. Vous ne le saurez pas en pensant, vous ne le saurez pas en analysant, vous ne le saurez pas en lisant un livre ou en écoutant une conférence. Si vous vous asseyez simplement avec moi, je vais vous montrer ce que sont le temps et l'espace.